Et encore une petite partie de l'ego et de l'identité qui disait « Ah mais t'es vraiment en train de mourir, là c'est maintenant ». À tel point que mes parents avaient renoncé à un moment en disant « Bah lui, il va finir dans la rue, ou il va finir en prison, il va finir mort ». Les voies martiales sont une manière de comprendre que la maîtrise de l'art martial, c'est justement de jamais utiliser l'art martial, de jamais être dans la violence et dans le combat, en disant qu'on arrive sur Terre avec un nombre de respirations données. Donc à nous de les soigner. Chaque respiration compte, parce que c'est un instant de vie. Steve, quel est le moment le plus étrange que tu aies vécu à la suite d'une pratique de respiration ou de pleine présence? Étrange. Impactant, pénétrant, le plus cosmique. Elles ont pour beaucoup été très cosmiques, pour reprendre le terme. Étrange certainement, parce que de l'ordre de l'inconnu. Peut-être que s'il y en a une qui me vient spontanément, si on parle de respiration, on en a déjà parlé ensemble, c'était la première fois qu'on s'est rencontré avec Wim Hof. On a respiré, enfin il m'a fait respirer, c'était dans le cadre d'un tournage. Et je pratiquais déjà depuis des années. J'encadrais aussi en respiration avec différentes approches, notamment l'hyperventilation consciente. Donc quand on utilise une certaine manière de respirer pour aller vers des états de conscience élargis et une activation de ce qu'on peut appeler le prana, l'énergie vitale. Mais bref, ce jour-là, avec Wim, on est allé très loin. L'énergie était hyper intense. Sa présence, son rayonnement, c'est quelque chose. Et là, à la suite de cette respiration, il y a eu une expérience. C'est toujours de l'ordre de l'indicible, ces moments-là. Mais c'est la première fois où je suis allé aussi loin dans un état de conscience élargi avec la respiration. Je suis allé suffisamment loin pour sentir la conscience habitant ce corps commencer à prendre de l'espace, plonger dans un tunnel de lumière, un sentiment de paix infini, et encore une petite partie de l'ego et de l'identité qui disait « Ah mais t'es vraiment en train de mourir, là c'est maintenant. Putain, c'est là. Là en train de respirer avec Wim Hof, en train de faire un petit breathwork, c'est là que le chemin s'arrête. » Donc il y a eu un moment de stupéfaction. Et après, embarqué dans ce tunnel de lumière, paix infinie, sentiment de retour à la maison. Et après, je suis revenu à moi, donc sensation de très vite rentrer dans le corps, retrouver les limites d'une enveloppe charnelle et de réouvrir les yeux et de voir la tête de Wim comme ça devant moi. Donc là, c'était un peu l'histoire qui m'est apparue spontanément, mais je veux dire, il y en a eu tellement des différentes situations. Mais celle-là, elle est assez cocasse. Elle est costaud déjà. Au cas où vous vous poseriez encore la question, dans ce nouvel épisode de Smart Fire, aujourd'hui avec mon invité très spécial, on va partir dans des dimensions assez cosmiques. Vous allez le découvrir, Steve, c'est un garçon plein de richesses et plein de surprises. On a un long passé en commun qu'on a redécouvert il y a peu, et la vie nous a réalignés sur la même route. Et on a plein d'atomes crochus et de sujets de prédilection qu'on va aborder pour votre plus grand plaisir dans ce nouvel épisode. Donc si vous débarquez, éclatez-nous les pouces juste en dessous. Et si vous écoutez cet épisode sur votre application de podcast préférée, mettez-nous des étoiles. Ça m'aide à vous inviter des hôtes de qualité comme Steve aujourd'hui. Steve, mon gars, je suis extrêmement heureux de t'avoir à mes côtés. J'ai beaucoup de questions qui s'articulent en 4 principaux chapitres. On va essayer de poser de la structure aujourd'hui. Le premier chapitre de mon exploration, ce serait le parcours et ta transformation personnelle. Les gens ne le savent pas, mais je vais revenir brièvement. On se rencontre, toi et moi, il y a 10 ans. On est tous les deux coachs dans la première salle dans laquelle j'ai commencé à coacher, qui est le Clay. Toi, ça devait être la deuxième. Tu avais dû commencer à l'usine avant à Paris. Oui, tout à fait. Ouais. Ok. On se rencontre dans cette salle, donc on fait le même métier en parallèle à peu près dans cette salle qui est dans le cœur de Paris, dans le quartier du Sentier, en plein Marais. Et ensuite, on se repère de vue parce que moi, je pars vivre à l'étranger, toi, tu suis tes explorations. Et en fait, on fait des chemins parallèles qui finissent par se rejoindre il y a 2 ans. Raconte-nous un peu ton parcours avec ce que tu veux mettre dedans et comment tu passes de... Même si j'ai toujours le sentiment que tu as toujours été plus que ça, mais de coach sportif, même si l'étiquette est peut-être un peu réductrice aux yeux des gens, à ce que tu es, qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui, qui est beaucoup plus large que ça.
Déjà, merci mon Nakama pour l'accueil. Je t'en prie. Vraiment ravi d'être là avec toi. Pour illustrer le chemin dont tu parles, comme tu dis, on y met un peu, on peut y mettre différentes choses parce que ça serait tellement vaste de dire ce qui nous amène finalement à faire quelque chose quand on embrasse ce qui nous passionne, parce qu'il y a un tas de cause à effet qui est assez incommensurable finalement. Mais pour moi, ça avait commencé dès l'enfance. Il y avait un cercle familial qui était, bien qu'ayant grandi dans une famille française, culture occidentale. J'ai passé du temps notamment avec ma grand-mère qui prenait soin de moi jeune pendant que le papa voyageait beaucoup et que ma mère continuait d'étudier. Cette grand-mère était une mystique, une véritable mystique au sens originel du terme, c'est-à-dire qu'elle vivait dans sa spiritualité. Elle était, je dirais pas qu'elle était proche du christianisme, mais en tout cas, elle était très proche de la figure et de l'enseignement de Jésus. Elle me parlait beaucoup du cœur, de la prière, mais au-delà de ça, et là c'était moins conventionnel, elle pratiquait le tai chi, et la méditation. Donc il y avait quand même cette influence de l'Est, je pourrais dire, chez elle, où on avait une manière de contempler la nature, d'observer les cycles de saison. C'était dans un très beau coin de nature, justement, avec le jardin, la permaculture. Et elle me transmettait des choses comme, à chaque fois que nous prenons quelque chose de la terre, un fruit, un légume, on doit remercier, rendre grâce, à quel point la prière, la gratitude sont des choses fondamentales, demander, l'intention. Elle me parlait souvent de dimensions parallèles, d'autres réalités superposées à la nôtre, de choses subtiles. Et puis elle avait une bibliothèque très riche avec des ouvrages sur l'hermétisme, le taoïsme, le bouddhisme, le yoga. Et elle méditait. Donc il y avait quand même ces influences-là. Et mon père, de son côté, m'a mis très très jeune à l'âge où on peut commencer les arts martiaux, un peu plus de 4 ans en France. Et j'ai commencé avec le judo, donc les tatamis, le dojo, une ambiance très martiale finalement. Ma mère, fille de ma grand-mère, c'est pareil, médite. Donc, j'ai grandi là-dedans. Et ces graines-là ont été plantées finalement assez jeunes. Donc, pour te refaire le lien de manière assez rapide, le corps, les arts martiaux, ça a toujours été très présent, beaucoup de pratiques, aussi à haut niveau, des compétitions, etc. Et j'ai senti jeune que c'était cette voie qui me passionnait, en tout cas l'entraînement, le corps, originellement. Je suis allé étudier, notamment à l'INSEP, études de préparateur physique. Et c'est dans ces périodes qu'on s'est croisés. Pour moi, c'était passer par le personal training aussi pour travailler avec des athlètes professionnels. Et assez rapidement, j'ai senti une limite, c'est-à-dire que j'étais passionné d'aller pousser l'entraînement du corps et la performance et l'esthétisme en travaillant aussi bien avec des athlètes que des publics assez élitistes. Les salles dans lesquelles on a travaillé, c'était des salles où il y avait beaucoup d'entrepreneurs, des personnalités, des artistes de différents domaines. Mais j'y voyais une limite pour moi assez tôt. Je ne me sentais pas épanoui de juste accompagner quelqu'un au niveau du corps. Et c'est là où je pense que ces graines de l'enfance ont commencé à ressurgir, aussi par un appel profond, un élan de m'intéresser beaucoup plus profondément à la méditation, à la conscience, à la respiration, au souffle. Et c'est là à peu près où on a commencé à faire ces fameux 10 ans de chemin chacun de nos côtés. Moi, j'ai commencé à voyager de plus en plus en Asie, à aller étudier la méditation par le biais du bouddhisme, le yoga, les ashrams, les arts martiaux aussi en Asie, au Japon, en Thaïlande, et aussi à aller étudier d'autres choses du côté de ce qu'est l'actuelle Amérique latine, donc avec les peuples racines et leur sagesse, qu'on pourrait appeler chamanique, parce que ça reste un mot aussi très occidental, mais en tout cas les sagesses des peuples premiers, quant à une ouverture aussi sur une perception différente, plus profonde de ce grand mystère qui nous rassemble et ces voies d'accès que peuvent être aussi les plantes médecines, les entéogènes. Pour moi, ça a été des moments de révélation où à partir de ce moment-là, je n'ai plus vu aucune séparation entre le corps et l'esprit et il est apparu évident que la transmission devait s'inscrire en ce sens et devenir véritablement holistique. Parce que nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine et non pas des êtres humains pouvant faire des expériences spirituelles. Il n'y a pas de cassure du coup, au sens où il n'y a pas dans ton parcours de... J'étais parti dans un paradigme qui est celui que j'avais investigué au début et je vis une expérience où je me prends une gigantesque tarte et je me dis « Ah ouais, ok, je fais complètement fausse route et en fait, je pars sur autre chose. » C'est que du tissage et des influences entremêlées qui t'amènent à
à broder la trame sur laquelle tu évolues aujourd'hui? Alors, c'est arrivé plus tôt, cette fracture. Ok. Moi, c'est arrivé bien plus jeune. Toute l'adolescence très chaotique, Ouais. refus, lutte avec l'autorité, tout ce qui était école, système, éducation nationale classique, j'étais vraiment en résistance. Ma mère était prof et elle était en ZEP, on était dans un environnement qui était costaud, donc je m'étais fait aussi une image de petit dur et j'étais rentré dans des cycles où on vient tester les limites, mais pour moi, c'est passé par beaucoup de souffrance et de mal-être, en fait. J'ai vraiment voulu pousser ce personnage de petit dur, de bagarreur, de petit con, en fait. Et ça a été forcément à mon détriment. C'est-à-dire que je me suis pris le mur de ce que j'avais semé en pleine face. Je me suis retrouvé vraiment mal dans ma peau, complètement en échec scolaire, déjà un peu hors de cette société. Il n'y avait pas de fonctionnement, à tel point que mes parents avaient renoncé à un moment en disant lui, il va finir dans la rue, ou il va finir en prison, ou il va finir mort. J'avais quand même assez bien poussé ces limites-là. Et donc, le mal-être intérieur était réel, était fort. Jusqu'au moment où je me suis retrouvé tôt à travailler dans le milieu du bâtiment. Et un jour, j'ai eu comme une forme d'énorme révélation sur le fait que là, j'étais en train de passer à côté de ma vie. Et que toute cette violence interne, toute cette inconscience, tout ce personnage complètement erroné que j'avais créé et nourri durant quelques années, n'était absolument pas ce que j'étais venu faire dans cette vie. Et là, du jour au lendemain, reconnexion avec les arts martiaux, qui heureusement ne m'avaient jamais quitté. Ça a été un garde-fou. Et dire, OK, tu vas te mettre maintenant à corps et âme là-dedans, entraînement, reprise de la compétition, aller te former et te réaligner pour un jour espérer transmettre. Mais ça s'est fait comme ça réellement d'un jour à l'autre et je devais avoir 17 ans, entre 16 et 17 ans à ce moment-là. Ok. Donc plus tôt. Qu'est-ce que tu poursuis? Tu parlais du judo petit, tu pars sur quoi dans la foulée? Je sais que tu as fait de la boxe française pas mal. Sur quoi tu pars à ce moment-là? Depuis l'adolescence, il y avait eu le judo, effectivement, mais il y avait eu beaucoup de disciplines plutôt de pied-point. Okay. Donc karaté, beaucoup de taekwondo. Okay. Et effectivement, c'est à cette époque que je suis passé du taekwondo à la savate, à la boxe française. Ok. Que tu considères comme un art martial aussi, au sens où tu vois pas de dichotomie entre les arts martiaux et les sports de combat dans ton prisme, c'est le même champ de... Il y en a bien sûr, mais tout dépend du fond. Puisque la forme, que ce soit un coup de pied, un coup de poing, une projection, c'est une forme, mais c'est qu'est-ce qu'on met derrière la forme. Est-ce que c'est quelque chose qui te permet de grandir, de t'assagir, de transmuter justement de la souffrance, de la division, du chaos, donc une forme de violence, en quelque chose de plus paisible. Et c'est là que ça devient un art martial. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs, même dans la boxe, un entraîneur en particulier qui avait un esprit très martial. Et avec lui, j'ai pu infuser des valeurs martiales dans un sport de combat. Donc même quand on s'entraînait en sparring ou quand il y avait les combats ou les assauts, il y avait derrière pour moi une voie qui m'a permis justement de retrouver cet alignement du corps, de l'esprit, cette discipline, ce respect et aussi cet amour pour moi finalement. Parce que c'était, comme on peut toujours l'expérimenter dans des périodes plus sombres de vie, c'est commencer par s'aimer soi, s'apaiser avant de pouvoir le rayonner. Et le fait de s'offrir ces moments de pratique intense, pour moi, ça a été une manière de commencer à ouvrir la porte à une paix intérieure et à un ancrage. Tu as utilisé le mot qu'il me fallait pour me permettre la transition que je voulais juste après. Comment est-ce que tu réconcilies dans ta dialectique le fait de cultiver l'amour inconditionnel, la bienveillance et la paix, tout en sachant que pour progresser dans les arts martiaux, tu dois, de façon physique, au moins temporairement, accepter de faire du mal aux autres et de les blesser physiquement? C'est une très bonne question et qui est pleine de paradoxes. Mais finalement, dans les paradoxes, il y a une voie du milieu qui peut émerger. Eh bien, je pense que c'est dans la convergence de ce que j'avais pu découvrir et recevoir de par l'enfance, de ce qui m'avait aussi toujours passionné, parce que petit, j'imagine peut-être comme toi, il y a les films d'arts martiaux, il y a Bruce Lee, il y a des figures comme ça qui nous inspirent avec un peu toujours ces quêtes du héros. Il y a les mangas
où il y a des messages très profonds, c'est-à-dire qu'il y a toujours des couches de lecture. Mais on sait que dans la culture populaire, notamment japonaise, il y a beaucoup d'enseignements qui vont très très loin finalement au niveau philosophique. Et je pense que j'étais imprégné de ça et ça ressurgissait à l'intérieur de cette pratique martiale. Et comme j'avais connu une adolescence à certains égards qui était effectivement bien chaotique, c'est comme si ça m'avait donné un carburant, une énergie suffisamment forte pour dire je veux m'extraire de ça, transmuter ça. Donc j'y voyais une voie de paix, bien qu'il y avait effectivement de la confrontation. Et c'était aussi une manière d'extérioriser et de canaliser la violence, et toujours dans le respect, parce qu'on était dans un cadre de sport de combat ou un cadre martial. Et puis ça a été justement comment rentrer dans une étude plus profonde de ce que pouvaient être les arts martiaux, en tout cas certains arts martiaux à l'origine, à l'intérieur de ma pratique. Et c'est là où j'ai commencé à beaucoup lire, me documenter, lire des philosophies sur le rapport entre le zen et les arts martiaux. Qu'est-ce que c'est le kung-fu à l'origine et pourquoi le kung-fu est empreint de méditation, de sagesse ancestrale, de compréhension énergétique. Et ça, je l'ai creusé, je dirais, de mon côté. Je n'ai pas vraiment eu un sensei. J'ai mixé ce que je découvrais, ce qui m'habitait à l'intérieur de mes entraînements et de mes sparring et des compétitions, etc. Ok, bien au-delà de la simple façade qu'on voit éventuellement dans les films du sud-est asiatique des années 70-80, des films de Bruce Lee, où tu n'as que la partie immergée de l'iceberg, où tu vois des mecs qui font des cascades, qui mettent des coups de pied, etc. Mais où tu peux, en fait, en déconstruisant tout cet héritage qui est très partiel, arriver à rentrer dans les couches de subtilité de la transmission, de l'incarnation des valeurs. Tu vois, moi, je me souviens fort du code moral du judo, qui est un truc qui m'a guidé, qui me guidera encore toute ma vie, et qui était un truc qui était vachement négligé. Tu vois, les mecs, ils couraient après les ceintures, ils voulaient juste mettre des hippons. Et moi, j'étais profondément touché par, tu vois, le respect, la sincérité, l'amitié, le contrôle de soi, des trucs qui sont des valeurs fondamentales que je pense que les arts martiaux sont capables de transmettre de façon très impactante à partir du moment où on est capable d'écouter et de se connecter avec ces valeurs-là. 100% d'accord. Et même si on en a perdu souvent l'essence, et ça vient d'art guerrier, hein, Mars, la guerre, donc bien sûr, il y a une dimension du combat, il y a une dimension liée à la violence qui est assez inhérente à la condition humaine. Mais je dirais que pouvoir étudier cette violence, ce rapport à la confrontation, à l'opposition, aussi par le biais de l'engagement physique, eh bien, nous amène d'autant plus à étudier qu'est-ce qui, en nous, est violent et comment est-ce que cela peut être transmuté. Donc, je dirais que ça, c'est peut-être une vision qui est très personnelle, mais à mon sens, les voies martiales sont une manière de comprendre que la maîtrise de l'art martial, c'est justement de jamais utiliser l'art martial, de jamais être dans la violence et dans le combat. C'est d'être en paix, d'avoir réglé ses démons dans le dojo, sur le tatami, de les avoir canalisés, d'avoir mis la lumière de ce que la violence implique pour la transmuter et être quelqu'un d'autant plus paisible hors du dojo. Et c'est là où ça devient un art de vivre. C'est marrant, ta métaphore du jardin au début me ramène à cette phrase de, je sais plus qui, Sun Tzu, qui dit il vaut toujours mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier sur un champ de bataille. Ouais. C'est ça, c'est être prêt à l'ultime et pour ne jamais avoir à s'en servir, en fait. Parce que Miyamoto Musashi aussi, un des grands sabreurs du Japon, je crois, ouais. Exactement, on dit la maîtrise ultime de l'art martial et de ne pas utiliser l'art martial. C'est toujours pareil. Ce sont des voies, comme le yoga est une voie, comme le qigong est une voie, comme bien des arts sont des voies. Mais comment on utilise cette voie pour exprimer notre potentiel. Et à mon sens, exprimer son potentiel implique nécessairement un terrain interne de paix, d'harmonie, de respect. Qu'est-ce que la pratique des arts martiaux que tu as poussé très loin et que tu continues à explorer? Tu penses que tu feras des arts martiaux toute ta vie d'une certaine façon? J'en ai bien l'intention. Okay, on est d'accord. C'était une question rhétorique, mais on est sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même, sur tes limites, ou quelles croyances limitantes éventuellement ça t'a permis de complètement dépasser et transmuter? Tellement de choses. Ouais. Ce qui a été intéressant dans le cheminement que j'ai exploré, c'est qu'il y a eu pratique d'arts martiaux donc, jusqu'à un certain niveau, en passant par des arts martiaux comme le judo ou des sports de combat comme la boxe française. Il y a le combat, mais il y a aussi les assauts. Donc il y a une dimension qui est aussi très technique, très gestuelle,
très belle, en fait. Il y a un vrai art du geste et du mouvement et des trajectoires, et une étude du corps et du souffle. Et c'est la présence en mouvement. Parce qu'on n'a pas parlé de la méditation, mais c'est réellement une méditation en mouvement. On y arrive. J'en doute pas. Mais j'ai pu aussi goûter aux cascades pendant plusieurs années. J'ai aussi performé en tant que danseur professionnel et cascadeur professionnel. Et je me suis entraîné avec des références mondiales de la cascade, de qui j'ai aussi beaucoup appris cette vision artistique de l'expression martiale. Comment est-ce que les gestes de différents arts martiaux vont être mis au service d'une histoire, au service du spectacle, pour le cinéma, mais poussé loin. Là, on parlait de grosses productions, de beaucoup de monde sur le plateau, d'un entraînement hyper profond, d'un réel danger où il fallait être ultra présent parce que l'intégrité physique est clairement engagée sur les cascades, sur les combats, et la nôtre et celle des personnes avec qui on travaille. Donc j'ai eu une autre vision de l'art martial qui a été aussi cette dimension aussi artistique, au sens on va partager la beauté du geste et la beauté de ce dont le corps humain est aussi capable. Donc il y a eu ça, et je dirais que pour moi, ça, ce que tu me disais, qu'est-ce que ça a pu révéler, ça a été toujours d'aller chercher plus loin, d'aller exprimer le fait, par exemple, de s'exposer sur scène ou sur un plateau de cinéma. Il y a quelque chose à assumer. J'assume d'être là, face à la caméra, dans un film ou dans un spectacle, tenir cet espace, accepter le regard des autres. Et ça, quand tu es un adolescent, c'est pas toujours simple. Donc ça m'a aussi permis ça, les arts martiaux. De monter sur un ring où on te regarde, d'aller en compétition. Donc il y a eu ça remonte à loin, mais il y a eu aussi beaucoup d'humilité parce que j'ai poussé mon corps jusqu'à ces derniers retranchements. Il y a eu des grosses blessures. Donc c'est pas directement les arts martiaux qui m'ont blessé, mais les blessures que j'ai vécues en poussant le corps à l'extrême ont été des immenses sources d'enseignement. Justement, apprendre à mourir à soi-même, à une identité où depuis petit, tu es capable de sauter dans tous les sens, de faire des kicks, et une grosse blessure, et peut-être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu ne peux plus faire ça. Et peut-être que tu ne pourras même plus faire certaines choses jamais. Et ce qui a été mon cas, et ça a été un immense apprentissage aussi sur le lâcher-prise, sur l'impermanence, sur la mortalité. Je l'ai vécu comme ça aussi. Je suis d'accord. On a partagé la même blessure. Ouais. Quasiment au même moment. Toi, c'est quand 2023 Peut-être c'était 1 ou 2 ans avant toi. Ok. 2022, ouais. Okay. Les ligaments croisés. Mais c'est vrai que c'est paradoxal parce que tu vois, sur le coup, la douleur extrême, l'impotence, le fait d'être complètement handicapé, de devoir être trimballé littéralement partout en voiture, de ne plus pouvoir marcher, de ne plus pouvoir t'entraîner, etc. Tu te dis, wow, est-ce que je vais m'en remettre? Et avec le recul, la richesse que ça t'a amené, la réflexivité sur toi-même, sur ta condition d'homme, d'être humain, de sportif, de combattant, toutes ces strates-là empilées, tu te dis qu'effectivement, c'est un cadeau incroyable et que peut-être que si c'était à refaire, en fait, c'est parce que j'en avais besoin et que j'ai bien fait de l'accueillir comme il se doit parce que ça m'a fait grandir au sens propre et au sens figuré. Ouais, c'est là d'ailleurs qu'on avait commencé à reconnecter. Ouais, c'est vrai, je me rappelle, on s'était retrouvés sur Instagram interposé. Et j'avais vu ta blessure, en plus dans le cadre d'une pratique de combat. Bien sûr. Et on s'était envoyé quelques messages. Et je me rappelle au début, j'avais dû te dire quelque chose comme « Tu verras, ça sera certainement un des plus grands cadeaux et accueillons-le avec gratitude. » Mais toi, tellement à chaud, et je ressentais tellement ce que tu pouvais expérimenter à ce moment-là, comme j'avais déjà un peu de recul sur la situation et sur la même blessure. C'est pas facile à voir au départ, mais avec le recul, moi, si je devais encore me péter pour apprendre ce que j'ai dû apprendre, oui, bien sûr, j'y retournerais. Ouais, j'aurais fait pareil. Je crois que c'est Rowan Atkinson, tu sais, le mec qui joue Mr Bean, qui dit la vie est toujours une tragédie quand on est en zoom avant et une comédie quand on dézoome suffisamment. Et c'est un peu ça, quand tu es dans l'effervescence du moment et l'intensité de la douleur, tu te dis mais c'est fini, c'est bon, je ferai plus jamais rien, c'est horrible. Tu as le mental qui prend tellement de place, toutes tes croyances limitantes, tes peurs qui se cristallisent là-dedans. Tu te dis ça y est, c'est la fin de ma carrière sportive, de tout ce que j'ai construit jusque-là. En fait, quand tu respires, t'acceptes, t'intègres et tu dézoomes, tu te dis en fait, ça faisait partie du... C'est l'électrocardiogramme qui faisait juste un petit pic et il fallait le vivre et il fallait surfer cette vague-là pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Complètement. Et c'est encore plus sympa après. Et puis finalement, dans notre cheminement de conscience,
il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de lectures stoïques sur on doit pouvoir accepter ce qui est et accepter de ne pas pouvoir agir sur une sphère qui est hors de notre contrôle. Mais c'est des belles théories. C'est beau quand on lit Marc Aurèle. Mais quand on est vraiment là, dans un fauteuil roulant avec des béquilles, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est là où je trouve que réellement, le fait que l'obstacle sur la voie devienne la voie, c'est là que cela peut prendre tout son sens à partir du moment où on accepte ce qui est pleinement en vue de nous éveiller. Qu'on voit l'obstacle comme un tremplin à notre éveil et pas comme quelque chose où, une nouvelle fois, on va se mettre en position de victime, égocentré. Pourquoi moi? C'est terrible. On a toujours le choix. On a toujours le choix de s'éveiller à l'intérieur des épreuves, à l'intérieur des complexités de la vie. Et celle-là, je pense, pour des personnes qui ont un vécu aussi d'athlète très identifié à un corps fonctionnel, quand tu te retrouves dépossédé de ça, ben, le lâcher-prise, là, tu as une vraie masterclass sur ce que ça peut être aussi. C'est marrant, ça m'a ouvert au cœur, en même temps qu'au mental. Et ça m'a ouvert toute la voie de tout ce qui m'intriguait depuis toutes ces années et qui était caché derrière la porte que je n'osais pas pousser de tout ça, en fait, de la pleine conscience, de l'observation, de est-ce que finalement je suis mon corps, est-ce que je suis mon mental qui observe et qui juge tout ça, est-ce que je suis autre chose que je ne maîtrise pas, est-ce que je suis l'intégralité qui dialogue en permanence et est-ce que je suis en train de vivre et de m'observer en même temps? C'est fou, tu vois. J'aimerais qu'on ouvre le 2e chapitre et la transition est belle, qu'on arrive sur un des piliers de ta pratique aujourd'hui qui est la respiration. Et ensuite, on viendra à la méditation et à la pleine conscience in the third chapter. Si vous aimez cet échange autant que je suis en train de prendre du plaisir à écouter Steve, dites-le nous en commentaire juste en dessous et soutenez un peu la chaîne et ce que Steve est en train de nous apporter parce que c'est génial. Quelle est selon toi, Steve, la pratique de respiration qui est la plus sous-cotée? Celle du moment, là, celle que tu es en train de faire. La respiration consciente, instant par instant. C'est pas une technique secrète, c'est pas l'hyperventilation la plus spectaculaire, c'est simplement être en conscience de son souffle, moment par moment. La respiration est ce qui nous lie à l'instant. À chaque seconde, nous faisons une inspire, une expire ensuite, et c'est perpétuellement un retour à l'instant présent. C'est la voie la plus directe, l'accès le plus direct au contact avec ce qui est. Tant que le souffle traverse notre corps, à la fois le souffle de la respiration, mais aussi le souffle de vie, c'est le même. Et d'ailleurs, respiration et énergie vitale sont des synonymes dans différentes traditions quand on parle de chi ou de prana. Donc c'est ça la pratique la plus cotée. C'est une respiration consciente, sentir l'air qui rentre, qui passe, qui ressort, sentir comment mon corps est nourri de ce souffle et être conscient que chaque respiration est une respiration en moins dans ma vie. C'est ce qu'on dit dans les cultures yogiques par rapport au pranayama. Il y a cette belle métaphore en disant qu'on arrive sur Terre avec un nombre de respirations données. Donc à nous de les soigner. Chaque respiration compte parce que c'est un instant de vie. Elle est là la pratique la plus puissante à mon sens. Je ne m'attendais pas à prendre une tarte pareille sur une question aussi, aussi simple. Oh wow. Est-ce qu'en vrai tu penses que si on était capable par un apprentissage ou une sensibilité culturelle, familiale, personnelle à maîtriser ça au quotidien, c'est-à-dire la simplicité du fait de cultiver cet instant présent, notamment par la respiration, on pourrait ne pas du tout avoir besoin de pratiques plus poussées ou plus extrêmes de travail de breathwork, de travail de pleine présence, de travail énergétique, de médecine, de tous les autres médiums par lesquels on arrive à accéder à ces états modifiés de conscience. En vrai, c'est réellement du cas par cas parce que ça dépend à qui on s'adresse. Quel est le vécu, le chemin de la personne qui un jour l'amène à découvrir la voie du souffle, parce que c'est vraiment une voie. Judo, la voie de la souplesse. Aïkido, la voie de l'harmonie de l'énergie. La voie du souffle, moi je la vois comme un do. C'est une voie, c'est un art. Et une médecine, notre médecine. Et nous sommes notre propre médecine. Donc,
cette voie-là, elle peut être utilisée d'une multitude de manières. Et bien sûr, compte tenu du déséquilibre global de nos manières de vivre, de toutes les interférences que l'on crée tous, du fait que ce monde soit aussi chaotique, et moi j'ai toujours cette vision qui préfère porter l'attention sur tout ce qu'il y a de positif. Donc là, le but, c'est pas de dresser un tableau dramatique, mais compte tenu de tout ce déséquilibre, ces interférences et du mouvement de ce que nous sommes, je tendrais toujours plus à dire que oui, le fondement, c'est la présence comme une qualité de fond, comme une substance première, un état qui est la toile de fond de tout ce que nous pouvons déployer ensuite. Mais ça serait dommage de se priver des autres manières de respirer, tout comme le mouvement du corps, tout comme la présence par la contemplation. Donc, c'est ça aussi l'approche holistique, pas parce que c'est à la mode holistique, parce que c'est aussi ce qu'avaient compris les anciens en observant la nature et donc en observant l'humain, je dirais pas au centre, mais comme une part, comme une forme, une expression du vivant qui est intriquée dans ce champ-là. Et quand on observe qu'est-ce que je peux faire avec ce corps, qu'est-ce que je peux faire avec ce souffle, qu'est-ce que je peux faire avec cet esprit, qu'est-ce que je peux faire avec les yeux ouverts, les yeux fermés, tu dis que là, il y a une multitude de choses qui nous permettent d'aller chercher ce potentiel enfoui en nous. Donc non, je ne dirais pas que se tenir juste à une respiration serait suffisant dans le contexte global, et je dirais même que ça serait dommage de ne pas aller explorer d'autres choses. Mais ça reste le fondement, le souffle conscient. Ça me rappelle le début de Penser comme un moine, Think Like a Monk de Jay Shetty. Je pense que tu l'as lu, on en a déjà parlé. Non, je pense pas celui-là. Où il parle, tu sais, où c'est un mec qui bosse en finance à Londres, etc. Et qui, en fait, par sa culture, est attiré par une espèce d'appel où il a besoin de faire un stage et de revenir dans un ashram. Ouais. Et en fait, avec un des moines du temple à l'ashram, il dépoussière un miroir où il se voit. Et il y a cette question au début où il se dit is it dust or is it me? Est-ce que c'est la poussière sur le miroir qui m'empêche de me voir nettement, ou est-ce que c'est moi qui me mets un voile devant les yeux? Et il explore cette voie-là. Et au tout début, il voit un groupe d'enfants avec un moine qui a peut-être 8 ou 10 ans, qui enseigne aux autres et qui a l'air d'avoir une posture extrêmement stable, ancrée, sage. Et il dit, donc je lui demande ce qu'ils sont en train de se transmettre parce que je ne comprends pas. Il parle évidemment dans une langue qui n'est pas la mienne. Et le petit moine lui dit, je leur apprends à respirer. C'est leur premier jour en tant qu'apprenti moine bouddhiste ou moine bouddhiste à cet âge-là. Je ne sais pas, ils ont 5 ans. Parce que cet apprentissage essentiel de la respiration est littéralement ce qui va les suivre toute leur vie dans toutes les situations. Et qu'à partir du moment où ils maîtriseront cet art subtil et essentiel, tout le reste sera aligné. Exactement. Et j'ai lu ça, j'ai fait oh waouh. Effectivement, et comme tu l'as décrit, c'est tellement puissant parce que c'est ce qu'on est censé faire en permanence, que si déjà ça marche pas bien, il y a de fortes chances que le reste commence à partir un peu en cacahuète. Pourquoi chercher des choses complexes quand les choses simples sont déjà essentielles et tellement puissantes? Et n'oublions pas que le corps est en quelque sorte une très très haute technologie qui est une expression de la matière, de la conscience qui se cristallise en matière et qui s'exprime sous cette forme. C'est complètement arbitraire de dire quand a commencé l'évolution parce qu'on ne sait pas vraiment. Est-ce qu'on la situe à la naissance du Big Bang alors qu'on est sans cesse en train de repousser la date supposée de quand serait apparu le Big Bang? Donc dans cette même extension qui, des milliards d'années plus tard, donne la planète Terre, là où des premiers organismes unicellulaires commencent à se développer, et des millions, des milliards d'années plus tard, cette forme-là, il y a quand même une telle intelligence et un tel perfectionnement que ça fonctionne extrêmement bien. C'est de la technologie de pointe extrême. Donc ce souffle conscient, c'est ce qui met en mouvement cette technologie-là. Et revenir à ça, c'est revenir à l'essence. Quand on est apparu, que nous sommes sortis du ventre de nos mères, on a commencé par une première inspire. On a déployé nos poumons et on est rentré dans cette dimension avec le souffle et l'inspire. Et quand on va quitter ce corps, ce véhicule, on terminera avec une expire. Il y a toujours un lien très profond avec le souffle. Et ce que tu décrivais, la scène de ce jeune moine, c'est Anapanasati, c'est entrer dans la méditation par la respiration. Parce qu'on dit méditation et respiration, et oui, on peut dire que ce sont deux voies, mais en fait, méditation et respiration ne sont qu'une voie.
puisque c'est être totalement au souffle conscient. Donc, est-ce qu'on fait de la méditation? Est-ce qu'on fait de la respiration? C'est des mots, mais c'est la présence. Ok. Mon cerveau cartésien a envie de te demander comment. Comment est-ce qu'avec certains travails de respiration, puisqu'on va commencer par ça avant de rentrer sur la méditation et la pleine présence et de poursuivre, comment en modifiant, modulant sa respiration ou en faisant attention à sa respiration d'une certaine façon dans le cadre du travail de breathwork, par exemple, qui t'est extrêmement familier et sur lequel tu accompagnes beaucoup de tes élèves, comment est-ce qu'on arrive à générer un état modifié de conscience ou un état de conscience élargi ou à accéder à quelque chose de différent que ce à quoi on touche au quotidien? On pourrait, si on parle de la respiration donc comme cette voie avec différentes manières de respirer, il faut savoir que la respiration telle qu'on l'aborde aujourd'hui, elle trouve ses racines dans des pratiques multimillénaires, notamment les voies yogiques, pranayama. On travaille déjà avec le souffle, avec différentes manières de respirer. Et dans le qigong, c'est pareil. Le qigong, c'est comme le yoga chinois, avec toutes les implications liées au travail interne très profond qu'on va justement retrouver dans les arts martiaux. Et dans le chamanisme, on retrouve aussi des approches conscientes du souffle. Donc, c'est aussi l'héritage de sagesse ancestrale. Aujourd'hui, on a une approche de plus en plus fonctionnelle qui est étudiée. On peut voir la respiration par le spectre de la biochimie, de l'anatomie, de la respiration fonctionnelle, et puis de la partie énergétique, spirituelle, subtile. Moi, je pourrais donner 3 catégories de familles de respiration pour défricher un peu le tableau. C'est parti. Première catégorie, on pourrait parler de respiration liée à la régulation. Par exemple, montée de stress, anxiété, mental actif, sensation d'être à côté de soi, difficulté à s'endormir. Là, il y a des familles de respiration plutôt douces qui vont être aussi accessibles pour des personnes qui ont des pathologies, qui ont des maladies, même lourdes, pour réguler le système nerveux, apaiser le mental, retrouver plus de parasympathique. Et finalement, quand on regarde yin et yang, c'est aussi sympathique, parasympathique. Donc, ces respirations sont plutôt douces. Celles qui sont très connues sont par exemple la cohérence cardiaque, inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes. La respiration au carré, j'inspire sur 4 temps, je bloque poumon plein sur 4 temps, et j'expire sur 4 temps, je bloque poumon vide sur 4 temps. Les Neville Seals l'ont repopularisé, mais c'est un pranayama, ça vient du yoga. Il y a la respiration en triangle, j'inspire, je bloque, j'expire. La respiration 4-7-8, j'inspire sur 4, je bloque sur 7, j'expire sur 8. Bon, on voit un peu ces respirations douces comme la respiration au niveau du diaphragme en conscience. Celles-là, elles vont être utilisables à n'importe quel moment. C'est une très bonne manière, tu me disais le comment, dans la journée de se faire 5 minutes de respiration consciente, douce, au réveil par exemple, plus 5 minutes dans la journée, quand on sent qu'on est un peu agité entre 2 rendez-vous, 2 choses, et pourquoi pas le refaire le soir avant de s'endormir. C'est une approche douce et simple. Donc ça, c'est la famille des respirations de régulation. Après, il y a une autre famille de respiration qu'on pourrait appeler les respirations d'activation, pour augmenter son niveau d'énergie, aller vers un état différent au niveau de l'esprit, plus de lâcher prise, plus de clarté mentale, sensation d'être plus engagé physiquement. Ça peut être très bien en début d'entraînement, ça peut être très bien quand on est fatigué, sans être trop fatigué, sinon on tire trop sur la corde. Ça peut être bien le matin pour se réveiller. Et là, par exemple, la respiration Wim Hof, comme on a cité Wim au début de cette discussion, elle fait partie clairement de cette catégorie. C'est-à-dire que c'est des respirations où on va modifier notre état plus ou moins profondément, parce qu'on peut avoir des petites activations, on peut avoir des très grosses activations. Dans l'approche et la sagesse de Wim, c'est lié aussi à l'exposition au froid, à l'hormèse, mais il y a d'autres approches de l'hyperventilation consciente avec différentes manières de respirer, comme la respiration du feu, qui est aussi un pranayama qui fait partie de ces respirations pour s'activer. Et d'ailleurs, elles sont utilisées aussi depuis des millénaires comme de très bonnes manières de préparer une méditation, parce qu'on fait déjà un nettoyage mental quelque part, on commence à modifier notre état, à activer notre énergie vitale. Ça joue sur les sécrétions d'hormones, sur des stimulations du système nerveux, etc. Mais on est déjà dans un état différent. Et quand on va pousser ça, de l'hyperventilation consciente, en général, sans forcément intercaler avec des apnées, parce que bien sûr, l'apnée, le fait de ne pas respirer, fait partie des différentes catégories. C'est comme yin et yang. Quand on va pousser ces respirations activantes,
là, on va passer dans la troisième famille qu'on pourrait appeler les respirations type breathwork, c'est-à-dire libération somato-émotionnelle, état de transe consciente, état élargi, modifié et élargi de conscience. Donc là, on maintient suffisamment longtemps des hyperventilations. Il y a différentes approches, holotropique, respiration consciente et connectée, rebirth, même la respiration Wim Hof sur des cycles plus dérantes, plus longs, peut amener aussi à ces états d'activation forts. Là, on va basculer dans autre chose. On va basculer dans des états où il va y avoir des manifestations physiques importantes, où on aura tellement joué sur notre physiologie que le corps et l'esprit commencent à rentrer dans un autre état, le système nerveux dans un autre état, le mental va lâcher beaucoup plus prise, on va commencer à avoir accès à des parties beaucoup plus profondes de la conscience, subconsciente, mémoire cellulaire, choses qui sont cristallisées, engrammées, si bien que ces états peuvent amener une multitude de visions, de compréhension, d'insights, de libération, des choses qui sont stockées dans le corps, pas complètement vécues, intégrées, cristallisées, vont pouvoir être exprimées, être purgées, si on veut même parler en termes de chamanisme. Je vais libérer des choses qui n'ont pas été exprimées, qui sont imprimées. Et là, on rentre dans un travail qui est réellement à la croisée du thérapeutique, du mystique, tout en restant très ancré dans une compréhension qui peut être très contemporaine et scientifique, au sens où oui, il y a une modification. Moi, ce n'est pas l'approche que je préfère d'être que dans l'éprouvettes. Je suis beaucoup plus, comme tu le sais, lié à l'aspect conscience. Et là, ce travail-là, il est merveilleux. Oui, il me tient particulièrement à cœur, mais là, ça demande des cadres extrêmement tenus avec beaucoup de conscience et d'intégrité, puisqu'on part dans des états de transe consciente, mais où là, on doit être accompagné de personnes qui savent tenir l'espace, à moins d'être réellement expérimenté. C'est aussi de l'ordre du thérapeutique, puisqu'on peut venir travailler sur des traumatismes profonds, des addictions. Et c'est là qu'on parlait de cette fameuse médecine du souffle, où c'est nous qui activons notre médecine, mais pour ça, oui, ça implique un voyage très profond dans son être. Ce qui est incroyable en vrai, de te dire que tu es à la fois le marbre et le sculpteur, le jardinier et la graine que tu arroses au quotidien et que tu peux toi-même, d'une certaine façon, te soigner. Et Wim Hof, il l'a prouvé, petit aparté pour les sceptiques, mais il s'est littéralement fait inoculer une toxine. Endotoxine. Et il a montré avec toute une batterie de capteurs internes, externes, etc., qu'il était capable, notamment via le souffle, le travail de pleine conscience, etc., de résister à l'invasion bactériologique, chimique, virale et de contrecarrer l'action de la toxine jusqu'à l'expulser complètement. Exactement. Il a fait partie de ces pionniers qui ont finalement remis au goût du jour ce que les anciens disaient, en allant voir aussi le corps scientifique. Et là, on parle de quelque chose où c'était dans le cadre de démontrer que le système auto-immune, et finalement, n'est pas qu'automatique. Par la conscience, la visualisation, les états particuliers, l'activation par le souffle, on peut développer et générer des choses de manière complètement consciente. Et on en revient à la visualisation, on en revient à l'expression de notre potentiel profond, on en revient à des facultés humaines qui sont beaucoup plus vastes que ce que l'on pense ou que ce qu'on nous laisse penser. Transition tout à fait subtilement amenée, merci beaucoup. J'avais envie qu'on arrive sur la pleine conscience et cette dimension extrêmement profonde de ton travail qui est la toile de fond de tout le reste en fait. Selon toi, qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on essaye de décrire ou d'exprimer quand on parle de pleine conscience? Parce que la pleine conscience, c'est un mot extrêmement à la mode en ce moment et c'est un gimmick un peu de « Oh, t'es stressé, fais de la pleine conscience ». Et ça recouvre aussi bien toutes les micro-techniques de cohérence cardiaque, que d'appréciation, que de prière quotidienne, permanente, etc. Qu'est-ce que toi, t'entends ou tu visualises quand tu parles de pleine conscience? Et forcément, ça implique quelque chose de concret et de réel sur une modification de notre état d'être. Notre expérience de vie, notre vie, dépend entièrement de notre état de conscience. Donc si c'est des mantras pour faire des mantras, des respirations pour faire des méditations, des respirations pour dire je me mets high en faisant de l'hyperventilation ou que je médite 1 heure, mais en fait c'est de la cogitation, c'est pas de la pleine conscience ou c'est pas une méditation authentique, c'est juste
des états différents, mais qui ne vont pas suffisamment en profondeur, avec toute l'humilité, la simplicité que ça implique, pour permettre à notre conscience de s'éveiller. La pleine conscience, c'est la traduction française de mindfulness, qui est aussi un courant majeur de méditation, qui est une expression laïque de ce qu'est le vipassana. Vipassana, qui est la vision pénétrante. C'est un des courants fondamentaux du bouddhisme. Quand on parle de méditation, il y a plein de courants bouddhistes, mais il y a différents bouddhismes où on retrouve la méditation comme l'axe central du cheminement de conscience, notamment dans le zen, zazen, la méditation assise. Donc c'est une expression laïque de ce que ces sagesses ancestrales, et notamment le bouddhisme, ont transmis comme voie d'éveil, voie de transformation, voie de réalisation de notre âme dans la matière, mais de manière laïque. Et c'est étudié depuis des années. La méditation dans le monde occidental trouve aussi de plus en plus d'espace en complément de toutes les thérapies, même pour les pathologies les plus lourdes. On parlera de cancer, de dépression profonde, de travail sur les PTSD, sur les traumas. La méditation, la pleine conscience fait partie, c'est maintenant même plus discutable, les effets, les bienfaits de la méditation. Aussi, c'est comme une ouverture sur notre pharmacie interne. On accède à justement une meilleure utilisation de notre système immunitaire. On vient réguler plein de choses. Donc, c'est pas pour lancer des généralités. Ça implique une vraie pratique. Mais clairement, elle est là. Elle fait partie du champ, même en Occident, de quelque chose qui n'est plus à considérer comme ésotérique, hippie ou de l'ordre du romanesque, pseudo-spirituel. Donc la méditation, d'un point de vue, même je dirais malheureusement presque fonctionnel, elle est là, elle fait partie de ce que l'on considère. Mais la méditation, comme tu me demandais, à mon sens, qu'elle peut être, je dirais que ça va encore plus loin, parce que ce n'est pas une voie, un outil ou quelque chose pour nous soigner, ça va encore plus loin. C'est un état d'accès à des compréhensions beaucoup plus profondes, si jamais nous sommes appelés pour explorer ces choses-là. On pourrait dire aussi que la méditation, c'est un espace qui est déjà là, qui est toujours disponible, mais qui va pouvoir être contacté petit à petit en fonction du silence que l'on est capable de générer en soi. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va atteindre, ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher d'extérieur à nous, c'est plutôt des choses qu'on va enlever en nous. Enlever des peurs, enlever des identifications à un groupe, à une histoire, à des traumas, à un dogme, à un nationalisme. On enlève pour redécouvrir cette essence commune qui vibre en chacun de nous et dans l'ensemble du vivant. Et cette chose-là, assez incommensurable, assez indéfinissable, peut être contactée dans ces états de pleine présence, de pleine conscience. Et naturellement, de cette sensibilité à cette intelligence qui s'infuse dans l'ensemble du vivant, les choses reprennent leur place. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller lire des choses ou entendre des choses ou que quelqu'un nous dise. Notre sensitivité, notre sensibilité, l'écoute du champ d'information dans lequel nous baignons, traduit par notre état de présence, va nous amener naturellement des compréhensions très profondes sur la nature des choses et aussi sur notre fonctionnement et sur ce qui limite notre vie finalement. Pourquoi est-ce que dans telle ou telle illusion ou dans tel ou tel schéma limitant ou dans telle ou telle névrose, ma vie est chaotique? Et comment est-ce que, en mettant la lumière de la conscience par une vie beaucoup plus examinée, par des espaces de présence beaucoup plus profonds, les choses vont naturellement reprendre leur ordre? Parce que j'amène des compréhensions qui vont éclairer des zones d'ombre. Et ces zones d'ombre-là, tant que je ne vais pas investiguer en profondeur sur moi, déjà personne ne peut le faire à ma place, mais elles pourront se perpétuer tout au long de ma vie. J'aurais beau faire toutes les thérapies extérieures, essayer de me détendre justement, d'utiliser la méditation pour gérer mon stress, ça va marcher 5 minutes. Ça va être un quick fix. Mais pour réellement aller dans les profondeurs de la conscience et les profondeurs de l'être, c'est là où la méditation devient une hygiène spirituelle, devient une pratique fondamentale pour l'esprit humain qui nous donne accès à ce que nous sommes dans le fond, c'est-à-dire une conscience beaucoup plus vaste que celle construite par ce qu'on appelle l'ego,
la représentation du soi. Toi, tu médites tous les jours? Ouais. Il n'y a même pas de question à se poser. C'est que il y a pas un jour où tu n'arrives pas à trouver le temps de méditer. Ouais, clairement, parce que c'est tellement important de le faire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on dit « je ne sais pas comment méditer ». Ça ne marche pas, mais je pense tout le temps. Oui, bien sûr, parce que le système nerveux n'a tellement pas été habitué à ça, ça n'a tellement pas été véhiculé dans nos éducations, à l'école, dans l'enfance. Donc il y a un moment où il va falloir se recalibrer. Il va falloir resensibiliser le corps à la présence, à la sensibilité, à l'assise, comprendre comment ça fonctionne, faire un pas de recul sur des schémas qui s'expriment de manière automatique en réaction à « ah, je me fais agresser » ou « je pense que je me suis fait agresser » ou « ça me plaît pas » ou prendre un pas de recul sur le fait d'être tout le temps en réaction à ce qui est pour commencer à développer de l'action consciente. C'est plus juste un stimulus qui me fait réagir, c'est je reçois ça et la conscience va pouvoir traiter comment est-ce que je peux agir en conscience en fonction de telle ou telle situation. Donc la méditation informelle, c'est s'asseoir et réapprendre à être en présence avec les sensations corporelles, les sons, les images, le souffle, tous les sens finalement. Et la méditation informelle, c'est pour ça que tu me dis, est-ce qu'on peut méditer tous les jours? Oui, c'est une discussion. C'est comment les états de présence que j'ai cultivés dans l'assise vont pouvoir être éveillés et recontactés dans toutes les situations du quotidien. Ainsi, une conversation, une épreuve, un entraînement, faire la cuisine peut devenir une méditation. Et ce n'est pas un concept, c'est un état. La méditation est un état. Ce n'est pas une pratique, c'est une manière d'habiter la vie. C'est marrant, mais ça, je le sens, tu vois. Pour autant, je fais un peu écho à ce que tu disais, où ouais, j'ai du mal à méditer parce que j'ai toujours des voix dans ma tête, mon mental parle fort, etc. Ça, c'est toujours le cas parce que c'est ma faute, mais je n'ai pas su prendre le temps ces derniers temps de méditer et de faire cet effort d'hygiène quotidienne. Pour autant, les différentes pratiques auxquelles je me suis ouverte ces dernières années, etc., me permettent, et en fait, la façon dont tu le décris, c'est l'impression que j'avais dans ma tête en t'écoutant, c'est vraiment de cultiver de façon involontaire cette présence beaucoup plus profonde et beaucoup plus ancrée au quotidien dans tout ce que je fais. Dans notre discussion, dans la façon dont je me déplace, quand je vais à des endroits dont, tu vois, avant je vivais en région parisienne, j'avais toujours mes écouteurs dans mon casque quand je faisais de la moto parce que j'avais besoin d'être ailleurs et que j'avais l'impression que ma vie était pourrie, que j'avais pas de stimuli autour, etc. Maintenant, j'ai plus jamais de musique quand je roule et je suis beaucoup plus présent à ce que je fais. Et en fait, j'apprécie d'autant plus chaque petit moment comme si j'étais dans une espèce, peut-être pas de méditation constante, mais d'attitude de sensibilité et de perception accrue constamment. Ouais. Et ça, c'est déjà, c'est super agréable. Et en plus, comme tu le dis, tu n'as pas l'impression de passer à côté de ta vie parce que tu as l'impression d'être pleinement là, en fait. C'est vraiment important ce que tu dis. Et c'est vrai que j'insiste particulièrement sur ce point qui peut paraître nébuleux, qui peut paraître beaucoup trop vaste parce qu'on se dit « ah ouais, c'est bien, moi j'entends tout ça, mais en attendant, quand je m'assieds, le mental ne s'arrête pas ». Mais volontairement, je me fais vecteur de ce que peut être la méditation au sens le plus profond et authentique du terme, parce que de le réduire à une technique même fantastique, thérapeutique ou de gestion du stress, c'est tellement limité. Parce que c'est véritablement une voie de transformation majeure au niveau individuel et au niveau collectif. C'est-à-dire que le défi, la crise de conscience à laquelle notre civilisation fait face aujourd'hui invite grandement à un véritable travail de conscience sur soi, d'éveil, d'introspection. Et il n'y a pas plus direct comme accès que ce qu'on peut appeler la méditation authentique. Parce que si on en revient à cette technologie qui respire naturellement, le mental, l'esprit humain est si bien fait à l'origine que nous avons cette capacité d'avoir une perception beaucoup plus profonde, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus sensible, empathique et claire de cette expérience incarnée que nous vivons. C'est-à-dire de s'extraire, même temporairement, du décor de cinéma que l'on a créé avec les paradigmes et la société, et d'avoir une vision de ce que peut être le vivant, son mouvement, la conscience. Et
nous pouvons percer ce voile de l'illusion dont on parle souvent dans les traditions justement bouddhistes ou yogiques ou hindouistes. On parle de Maya, le voile de l'illusion. Aller voir derrière ce voile. Et derrière ce voile, on est bouleversé par le miracle d'être en vie, par la beauté du vivant, et on retrouve du sacré dans chaque geste du quotidien, dans chaque forme de vie. Donc c'est plus des concepts où on dit « fais pas ça, sinon tu vas aller en enfer ». C'est parce que tu es réellement touché, tu es réellement bouleversé par chaque interaction de la vie et par la possibilité d'orienter ce que tu fais, ce que tu crées, ce que tu génères intérieurement et extérieurement dans quelque chose qui va dans le sens de plus de paix, plus d'harmonie, plus de conscience pour nous, pour nos lignées. Donc bien sûr, il faut passer par une période où on va s'apaiser, se comprendre, réguler son système nerveux. Mais pourquoi pas, une fois qu'on a défriché, qu'on a déjà rééquilibré son système, commencer à s'aventurer de plus en plus profondément dans ce que peut être ce mystère qu'est la conscience. Et réaliser que si nous sommes une vague de cet océan, nous ne sommes pas une vague justement isolée de l'océan. Peut-être qu'à un moment, dans ces états-là, on va réaliser que nous sommes tous l'océan et qu'il y a quelque chose qui nous relie et que ce quelque chose nous traverse tous et mérite d'être reconnu au-delà du fait de se sentir tout le temps séparé du reste du monde et fermé dans son petit scaphandre égocentré. Il y a beaucoup d'images. J'ai du mal à toutes les suivre, mais il y a beaucoup d'images dans ce que tu nous racontes. Jean-Claude sort de ce corps. C'est important l'océan. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. J'adore l'océan. Waouh. J'avais promis un voyage, mais il est plus que cosmique. J'aimerais qu'on entame le dernier chapitre, qui est la transmission et la vision. Ce serait quoi ? J'aime bien parfois réfléchir pour les gens qui sont un peu perdus. Genre, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, je ne sais pas où je veux aller. Ok, faisons l'inverse. Réfléchissons à l'antivision. Qu'est-ce que tu ne veux pas devenir ? Quelle est la personne que tu ne veux pas incarner ? Qu'est-ce que tu ne veux pas faire ? Et bizarrement, ça apporte très souvent de la clarté sur « Ah bah ok, je ne sais pas ce que je veux trop, mais je sais exactement ce que je ne veux pas. » Parce que tout le monde a une antivision assez claire, généralement, je trouve, quand je discute avec des élèves ou avec des abonnés, etc. Et du coup, de cette antivision, on peut tisser en défonce, en toile de fond, un peu ce qu'est la vision qu'on veut poursuivre. C'est quoi ton antivision à toi ? Ce que tu veux pas incarner, ce que tu veux pas être, ce que tu veux pas transmettre, ce que tu veux pas que ta pratique soit. Je veux surtout pas que ma pratique soit dogmatique, qu'elle devienne une énième micro-religion transversale avec un sachant ou une autorité en haut. Pour moi, s'inscrire authentiquement dans la transmission, c'est rendre autonome, c'est que la transmission soit accessible à tous et redonne le pouvoir et la souveraineté à chacun. Pas pour faire joli et parce que c'est super, il a des bonnes valeurs, Steve. Non, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Personne ne peut rien faire pour nous. Si tu veux vraiment participer à quelque chose qui permet une avancée de conscience, une évolution vers plus de sagesse et d'harmonie, chacun doit faire ce travail. Donc, je ne veux pas d'une transmission qui rende les gens dépendants, qui amène à penser que la sagesse est inaccessible et est réservée à des élites ou à des sages, ou qu'il faille faire des choses particulières, ésotériques, magiques, alors que ce pouvoir-là, cette magie est en eux. Donc pour moi, c'est ça la puissance d'une transmission authentique, c'est rendre le pouvoir et la souveraineté à chacun et rendre autonome pour que des étincelles qui se soient allumées chez certaines personnes brillent suffisamment pour qu'elles aillent ensuite en allumer d'autres. Puisqu'on est tous dans la transmission. À partir du moment où on a des enfants, où on est en relation, et tout est relation, nous sommes en transmission. Autonomie, non-dogmatisme et souveraineté. Ce que je sentais déjà dans ta façon d'enseigner le personal training, le coaching, etc., où il y avait une vraie dimension de donner les armes et les outils aux gens pour qu'ils puissent ensuite les utiliser et se développer. Et ce qui n'est pas évident, parce que dans la doxa un peu de l'entraînement, il y a aussi une relation de dépendance entre le coach et le coaché,
que certains coachs essayent d'entretenir ou de maintenir, parce que plus les gens sont dépendants d'une certaine façon, plus ils continuent à avoir besoin de toi, et donc plus ils payent pour tes services et pour ton accompagnement. Alors que toi, tout en étant totalement à l'inverse, bah, tu as des milliers de personnes et des dizaines de milliers de personnes qui continuent à suivre tes enseignements parce que ça leur fait du bien au quotidien, et que pour autant, tu assumes cette posture d'absence totale de hiérarchie de la transmission, et que toi aussi, tu es au milieu, au service et en pratique. Et toi aussi, tu continues à travailler sur toi pour continuer à transmettre sur les autres tout le temps. Infiniment. Je pense que c'est tant qu'on est justement de passage, et je pense que tu raisonneras avec ça, nous sommes des élèves perpétuels. Tout ce qu'on transmet, c'est des choses qu'on a intégrées, vécues, expérimentées. Et déjà, on n'est jamais arrivé nulle part parce qu'il y a des choses que tu as pu réaliser ou manifester dans ta vie. Si tu ne maintiens pas un degré de présence, et on peut dire une vibration suffisamment haute avec une hygiène globale du corps, du cœur et de l'esprit, bien, tu peux retomber dans des travers, et des territoires conquis par le passé en toi vont être perdus sur le champ de bataille. Il va falloir retourner vers ces introspections et ces choses. Donc, c'est toujours cette humilité, la conscience de l'impermanence et de rester un élève. Mais la discipline au sens originel du terme, c'est être un disciple, aimer apprendre. Mais pas forcément le disciple de quelqu'un, le disciple de l'existence. Donc ça, c'est à vie. Et comme tu disais par rapport aux entraîneurs ou à ce conditionnement très lié à notre fonctionnement capitaliste, où il faut maintenir la dépendance des personnes qu'on entraîne ou qu'on accompagne parce qu'ils nous rapportent de l'argent, c'est opérer depuis un espace de peur. C'est-à-dire que tu as peur de ne pas avoir d'argent, tu as peur de manquer, tu as peur de ne plus avoir assez d'élèves. Donc, ce que tu fais, tu opères depuis un espace de peur. Moi, personnellement, tu me parlais de vision ou de verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein. Je ne compte pas et je ne veux pas et je n'opère pas depuis un espace de peur, mais depuis un espace de foi et un espace d'abondance. Donc, de rendre les gens autonomes, ça part d'un espace de foi. Mais l'abondance, le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui veuille travailler avec moi, par exemple, est d'autant plus proportionnel à la foi que je sais mettre dans... C'est pas un travail, c'est une mission de vie choisie en âme et conscience. Donc, c'est toujours pareil, c'est se déconditionner du fait de se dire si je fais plus et que j'ai plus de gens et que je les rends plus autonomes, c'est génial, je vais continuer de vivre. Mais il y a quelque chose qui, à mon sens, n'est pas aligné. Si on transmet, c'est être au service de, c'est être en dévotion à. Et le moteur, encore une fois, pour moi, c'est la foi. C'est de savoir que tu œuvres pour quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi, mais qui, en même temps, est profondément toi. Donc, il y a énormément de travail, il y a énormément de pratique. Pour revenir à la méditation rapidement, tu dirais que ça demande un entraînement, à moins d'être né dans une culture totalement connectée où tu as appris à faire ça depuis le plus jeune âge et encore. C'est quand tu disais faire taire le mental au début, arriver à créer. J'ai beaucoup raisonné quand tu as dit ça sur le silence, ou dans certaines pratiques, tu vois, on a fait, toi et moi, dans des aires culturelles et géographiques où c'est totalement normalisé et permis, des chemins d'exploration avec certaines médecines ou de retraite en silence qui n'étaient pas du tout facilement accessibles pour moi, qui parle beaucoup et qui réfléchit beaucoup, etc. Et je me rends compte que j'arrive à créer maintenant des nouvelles strates et de nouvelles profondeurs de silence en moi, non pas pour me taire, mais pour écouter davantage et entendre mieux. Ça demande clairement de la pratique, c'est un entraînement de tous les jours pour pouvoir accéder de plus en plus et de plus en plus facilement et de plus en plus profondément à cet état d'écoute et d'alignement. Les exemples que tu donnes, ils sont très parlants. De faire ce pas de recul pour voir que c'est pas une question de forcer le mental à s'arrêter, il ne s'arrêtera jamais. Mais de comprendre que nous ne sommes pas le mental, mais nous sommes ce qui observe le mental. Et observer sans absorber, observer les choses sans forcément tout de suite s'identifier et saisir en disant quand il y a quelque chose qui se passe mal, j'y mets mon identité. Donc c'est moi qui ne va pas ou c'est moi qui souffre. Ce pas de recul donne une liberté immense. Et comme tu l'as dit, c'est un entraînement. D'ailleurs, dans le bouddhisme, on parle d'entraînement de l'esprit. Et c'est ça qui m'a aussi beaucoup séduit en tant que jeune homme à l'époque, c'est que j'y voyais une vraie parallèle entre l'entraînement du corps et l'entraînement de l'esprit. L'attention est un muscle. La régularité, la répétition s'applique totalement à la méditation. Il y a une question de neuroplastie aussi.
le réagencement des synapses, des neurones, est stimulé par une répétition des états de pleine présence, même à partir de quelques minutes par jour, nous avons des effets. Donc, ce n'est pas tant faire une grande méditation ou une retraite de silence tous les 6 mois, c'est d'avoir cette régularité. Parce que si on redonne de la souplesse, même au niveau structurel à notre esprit, on va donner de la souplesse à notre personnalité. Donc, c'est la répétition et l'entraînement. Tout ce que l'on ne stimule pas s'atrophie. C'est vrai dans l'ensemble du vivant. Si on stimule l'attention, stimule la présence, bien sûr qu'elle va se développer. Et c'est pour ça qu'au début, ça peut paraître un défi immense. Il y a des personnes qui, pendant des semaines, peut-être des mois, au début, vont avoir l'impression que la méditation n'est pas efficace ou est insupportable. Mais vraiment, là, je lance de tout cœur cette invitation à persévérer, à accepter que ça fasse complètement partie du processus, d'avoir des moments où on ne comprend pas ce qu'est la méditation, mais à force de s'y offrir, sans attendre de bien méditer, sans attendre quoi que ce soit finalement, en méditant pour méditer, en faisant confiance, c'est ça aussi avoir la foi, c'est faire confiance aux choses qui émergeront d'elles-mêmes. Là, les transformations vont opérer d'elles-mêmes, pas parce qu'on le veut en force une nouvelle fois avec la force du mental et de la volonté, mais par l'intelligence profonde du corps et de l'esprit qui va s'exprimer, qui va commencer à trouver de l'espace en disant « Ah, ça y est, il veut écouter ». Il va trouver de l'espace et va naturellement s'exprimer et transformer nos états d'être. Donc oui, c'est un entraînement de l'esprit. Ok. Tu sais, comme dans Matrix, quand il dit je connais le kung-fu, après avoir été branché pendant 10 secondes. Par quoi on commence dans la pratique là? Ouais, Par quoi on commence au quotidien? Les gens qui nous écoutent, qui sont subjugués par tes paroles, qui voient de la lumière au bout du tunnel et l'espoir d'un accès à une nouvelle naissance, une nouvelle création, à une nouvelle part d'eux qu'ils ont peut-être délaissée, qu'ils ont peut-être oubliée, à laquelle ils pensaient qu'ils auraient peut-être plus jamais accès alors que c'est faux. Comment est-ce qu'on leur tend la main et qu'est-ce qu'on leur dit pour qu'ils puissent commencer à arpenter ce chemin qui est incroyablement libérateur et enrichissant, qui est l'éveil de la conscience? Bien sûr. Et on devrait déjà pouvoir commencer pour les bonnes raisons. Effectivement, c'est pas par amour pour la vie, par amour pour cette expérience, par amour aussi pour les personnes qui nous entourent. Parce que le faire émerger en soi, c'est aussi le rayonner dans les cercles qui nous entourent. Et ça devrait être des sources d'ancrage qui nous permettent aussi de persévérer dans cette pratique. De manière très concrète, on a abordé plusieurs choses. On a parlé aussi de la respiration avec les pratiques de régulation. Ce que je conseille en général, c'est de s'offrir, de prendre rendez-vous avec soi-même 2 fois par jour. On peut commencer simplement par 3 à 5 minutes et tendre idéalement vers 10 à 15 minutes quotidiennement, 2 fois. Ça serait fantastique. C'est pas beaucoup en vrai. C'est pas tant que ça. Pour tous les bienfaits qu'on a décrits et que tu as verbalisés depuis le début, tout le monde a le temps de se laver les dents dans la journée. Exactement. Donc, ou de scroller sur Instagram. Donc, à partir de 3 minutes, on a déjà des effets. C'est petit. 3 à 5 minutes pour commencer, c'est très bien. Et comme je le disais, je le répète, si on peut tendre vers 10-15 minutes de pleine présence le matin et une nouvelle fois plus tard dans la journée, voire le soir avant de se coucher, c'est déjà, en termes d'hygiène spirituelle, 30 minutes de pleine conscience par jour, c'est déjà fantastique et profondément transformateur. Il y a des moments privilégiés. Moi, j'aime bien, dès le réveil, pour commencer la journée en présence, pour calibrer l'état, pour réguler les choses et tout de suite entrer dans une journée en conscience. Donc ça peut être, je me réveille, je me mets sur le bord du lit ou un petit sanctuaire maison avec un coussin de méditation, quelque chose où on se sente bien, et on commence par méditer. Ça peut être la même chose juste avant d'aller se coucher, c'est-à-dire que c'est la dernière chose qu'on fait, on va clôturer la journée par un moment de pleine présence. Mais si, pour plein de raisons, on ne peut pas le faire tout de suite parce qu'il y a les enfants, on doit aller prendre soin des enfants dès que l'on se réveille, ou qu'on ne peut pas le faire juste avant de se coucher, c'est pas grave. On peut le faire à un autre moment dans la matinée, on peut méditer entre midi et 2, on peut méditer durant l'après-midi. Mais c'est important d'avoir ces 2 créneaux-là. Parce que 2, c'est déjà un bon rythme. 1, c'est bien, mais partons sur 2. Là, il y aurait plusieurs manières simples de rentrer dans une méditation. Commençons par une respiration consciente, c'est-à-dire cette fameuse respiration où j'observe comme l'air rentre dans mon corps, le parcours, et puis est expulsé.
quelques instants de respiration consciente pour connecter avec le souffle. Ça va déjà nous amener vers plus de présence et de ressenti. Dans ce début de pratique, pourquoi ne pas varier avec de la respiration au carré, du 4-7-8, de la respiration triangulaire ou de la cohérence cardiaque. Je donne les noms, c'est très facile à trouver sur YouTube, il y a des trames sur Internet. Donc, on peut faire ça. Et on va déjà commencer à entrer dans un état où notre esprit va être focalisé sur un objet d'attention, c'est-à-dire la respiration, et ne plus partir dans tous les sens. Ou alors, si l'esprit divague et que l'on se perd dans les pensées, revenir à la respiration. Une fois qu'on a pris contact avec le souffle, on peut ajouter les différentes couches sensorielles. On peut ajouter les sensations du corps, le nuage de sensations corporelles, sentir l'assise, la température, la sensation d'énergie qui parcourt le corps, peut-être des picotements, tout ce qui se passe dans le corps. Et là, on peut peut-être aussi ajouter les sons. Qu'est-ce qui se passe dans la pièce? Qu'est-ce que j'entends à proche distance, moyenne distance? On peut rajouter le champ visuel derrière les paupières. Il y a plein de couleurs, il y a des formes, et observer tout ça. Et puis, on peut ajouter le goût, l'odorat. Et on plonge dans une expérience sensorielle consciente profonde. Et c'est ça la base de Vipassana, de la mindfulness, de la pleine conscience. C'est connecter avec ce qui est là. C'est une pratique psychosomatique, corps et esprit. Et on va calibrer son corps, non plus à se perdre dans le monde des idées. À chaque fois que l'esprit divague, on revient à l'ensemble de ses sensations corporelles. Et il est là l'entraînement. Et peut-être que si tous les sens d'un coup, c'est trop difficile, se concentrer juste sur un sens à la fois. Sensation du corps, ou juste le champ visuel, ou juste les sons. Et là, on répète ça pendant quelques minutes. Et à la fin, moi, ce que je conseille, c'est de se laisser un pur moment de gratitude. C'est une nouvelle journée, ou c'est la fin de la journée. Remercier en conscience, peut-être projeter quelques intentions pour la journée. Aujourd'hui, j'ai envie de tendre vers cet idéal, vers cette mission de vie, vers cette chose qui fait vraiment sens pour moi, s'y connecter avec le cœur, émotionnellement, ne serait-ce que quelques instants. Rendre grâce, remercier, ça c'est très puissant. Et la même chose pour clôturer la journée, peut-être revivre rapidement la journée, intégrer ce qui a été vécu, remercier, rendre grâce et aussi continuer à projeter ses intentions pour voir ce qu'on veut manifester. Donc en 3 étapes, on aurait respiration consciente, pleine conscience, donc la vraie mindfulness où je passe par toutes les sensations corporelles et lorsque l'esprit divague, je le ramène à ce qui est et ce qui est passe par le corps. Et dernière partie, on peut parler de gratitude, on peut parler de visualisation, on peut parler d'intention. Ça serait déjà une belle structure. Si on la maintient tous les jours, elle est déjà bien puissante. C'est tellement solide. Je m'attendais tellement pas à moins que ça venant de ta part, à savoir que, et ça n'est pas un placement de produit parce que c'était avec mon ami et pas mon employeur, mais tu proposes, et je suis trop fier de toi mon gros pour avoir fait cette démarche unique, depuis bientôt 1 an. Un peu plus d'1 an maintenant. Un peu plus d'1 an. Un dojo en ligne dans le cadre duquel tu accompagnes les gens qui veulent méditer, respirer et améliorer leur capacité de pleine conscience au quotidien pour faciliter ce que moi j'ai du mal à faire dans mon quotidien, c'est-à-dire faire ce pas vers soi-même, vers cet effort de pleine conscience et vers cet éveil littéralement de l'être dans la pratique et dans cette hygiène tous les jours. Ah, merci d'en parler, mon frère. Effectivement, je t'en prie, parce que je pense que c'est ce qui fait le plus sens et aussi ce qui manque à ma dynamique à moi, où j'ai entraîné physiquement des gens sur toutes les couches de l'arc-en-ciel, du sport santé jusqu'au sport performance pour accompagner des combattants dans la cage, etc. Et où la dimension finalement la plus riche et la plus importante, c'est celle que j'ai négligée pendant tant d'années et vers laquelle je tends de plus en plus. Et si vous vous en rendez compte dans mes contenus progressivement, c'est aussi parce que c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Et c'est ce que tu incarnes de façon absolument magistrale. Je pense que c'est un apport pour les gens qui est génial. Donc évidemment, il y aura le lien de ton dojo juste en dessous si vous voulez rejoindre Steve, apprendre avec lui, pratiquer avec lui tous les jours pour devenir une meilleure version de vous-même et accéder à ce trésor peut-être enfoui, mais peut-être simplement un tout petit peu loin et pouvoir tendre la main vers cette énergie incroyable. Ce sera juste en dessous. Et ce sera une joie de vous y accueillir. Vous allez voir, on est bien. Bien, on est bien. Ok, ça c'est pour la pratique. Je pense qu'on a quand même beaucoup de matériaux dans notre échange et les gens qui savent écouter entendront ce dont ils ont besoin. Comment tu mesures pour quelqu'un qui serait très cartésien? Tu vois, toi et moi, on vient des arts martiaux.
Quand tu t'entraînes à une technique que tu maîtrises pas du tout, tu veux faire un coup de pied retourné, au début, tu te pètes la gueule, tu es désorienté, tu sais pas où tu es. Et puis progressivement, tu apprends à calibrer, tu t'orientes avec le regard, puis les épaules, puis tu touches, puis ça devient plus fluide. Et après, ça devient quasiment comme une seconde nature. Et tu peux jauger avec des jalons mesurables ta progression sur le long terme. Comment tu mesures ta progression dans cet espace qui, dans notre culture, est si étranger à ce qu'on fait tous les jours et qui pourtant est si essentiel? Comment tu te mens pas à toi-même en disant ça fait 6 mois que je suis dans la pleine conscience, je suis tellement aligné, je suis tellement dans un éveil spirituel incroyable, alors qu'en fait, tu es juste tu le mesures en faisant exactement l'opposé de ça. Vraiment en étant à l'écoute et simplement en prenant conscience de comment tu évolues et comment ton corps et tes sensations corporelles te parlent. Effectivement, si on veut parler de marqueurs concrets, il y a un rapport différent aux émotions. C'est-à-dire que l'émotion, on ne cherche pas à la repousser. Energy in motion, c'est de l'énergie qui circule, c'est le pont entre le corps et l'esprit, ça nous traverse, c'est de l'information qui circule. C'est merveilleux, une émotion. C'est le sensible, hein. On est incarné, on est là pour être dans une expérience où l'on ressent les choses. La vulnérabilité fait partie intrinsèque de la vie. Donc c'est déjà un rapport différent à l'émotion. La comprendre, l'écouter, la laisser nous traverser sans la saisir et la fixer, c'est sentir avec plus de finesse les messages du corps, c'est comprendre les choses avec plus de douceur, avoir une compassion, une bienveillance qui naturellement apparaît déjà envers soi-même. Peut-être qu'au début c'est doux, mais le mec qui te fait une queue de poisson, c'est pas du tout une question de se prendre une gifle et de tendre l'autre. La fermeté fait aussi partie de la conscience. Parfois, il faut s'engager fortement parce que c'est un mal en vue d'un plus grand bien. Je veux dire, si quelqu'un de vulnérable se fait agresser, évidemment qu'on va aller aider cette personne. Donc, c'est pas une question d'être complètement passif. Pas du tout. Au contraire, c'est de sentir qu'on arrive à s'engager de plus en plus dans les choses avec confiance et avec cette fameuse bienveillance pour les choses. Accueillir les choses, justement, avec de moins en moins de résistance. Moins résister à. La chose se produit, peut-être qu'elle est difficile, mais j'accepte. Parce que c'est la nature de choses, c'est là. Donc on commence à récupérer de l'énergie, finalement. On n'est plus en train de se fatiguer à lutter contre ce qui est, mais on retrouve de l'énergie dans l'acceptation des choses et on arrive à composer avec plus en plus de justesse et d'intelligence avec les choses. Donc ça, c'est des marqueurs. On le voit dans la manière de discuter, la manière dont les gens nous regardent, dont les enfants nous regardent, dont les animaux s'approchent de nous. Toutes ces choses-là se modifient. On le voit sur la patience, on le voit sur une prise de conscience de « Ah, j'allais choisir ce truc-là, cette saloperie-là dans le magasin parce que là, c'était pas une journée évidente, donc j'allais me jeter peut-être sur ce truc sucré. Et là, je vois la main, je vois le mécanisme, je vois ce qui m'amène à le faire et conscience, respiration. Et peut-être que j'ai simplement envie de me faire un bon repas et je vais aller de l'autre côté du rayon et prendre des aliments en conscience qui vont prendre soin du corps. Donc, c'est tous ces petits détails de discernement, de calme, de confiance, de paix, de la transformation dans nos relations aussi. Nos relations évoluent. Peut-être que certaines relations circulent, d'autres apparaissent. Les gens qui nous connaissent bien, nos familles, nos proches, peuvent le voir et ça peut même faire circuler des choses dans la famille. Et potentiellement, on est amené de plus en plus à sentir vers où on veut aller. Si on se sent un peu perdu, un peu confus, bien, à force d'être simplement présent et de plus en plus présent, se dire non, finalement, là, dans cette vie, dans cette expérience qui, sous cette forme en tout cas, est un one-shot, je vais aller vers ce qui fait vraiment sens. C'est mettre du sens dans sa vie, mettre du sens dans les choses. Donc je dirais que ça serait les marqueurs clairs où on a réellement intégré l'état de présence comme une part de notre état au quotidien. Et après, ça ne cesse de s'approfondir, mais on reste toujours humble parce que dès qu'on arrête, eh bien, on redevient des cons. Si tu avais 3 conseils, 3 pratiques au quotidien ou sur le long terme que tu aimerais que les gens suivent ou n'oublient pas ou avec lesquels ils sortent de ce podcast en se disant « Ah, ok, si mon esprit synthétique doit retenir 3 trucs que ce mec passionnant a dit, c'est ça, je me les note et tous les jours j'y pense et je me dis ok, et ça va améliorer ma vie. » Ce serait quoi? 3? Ouais, 3 ou 2 ou 4. C'est pas dogmatique, je te dis 3 parce que ça te donne un cadre. Mais... Est-ce que tu pourrais reformuler cette question dans...
vraiment par rapport à toi, comment tu le vois. Ouais. Si toi, tu voulais 3 choses, Ouais. comment tu le dirais Si. par rapport à toi? Ce que j'attendrais de ça, moi, Ouais. je te dirais, si j'ai envie de mettre... Moi, je suis complètement perdu dans ma vie, je ne sais pas qui je suis, j'ai envie de progresser sur mon chemin de conscience. Tout ce que tu me dis, c'est génial, je trouve que tu rayonnes, j'ai l'impression que tu as accès à une connaissance qui m'est complètement étrangère. Si tu devais me dire 3 trucs que je devrais faire au quotidien, ce serait quoi? C'était pour pas trop répéter ce qu'on a dit avant. Ouais. Clairement, il y aurait cette pratique quotidienne de la pleine conscience. Ouais. Mais évidemment, on pourrait aller vers ce que toi, tu prônes avec beaucoup de talent et justement de joie. C'est intégrer une compréhension holistique de comment est-ce que l'on peut prendre soin de nous. Donc bien sûr, le mouvement, le fait de prendre soin du corps va faire partie de ce qu'on devrait pouvoir explorer au quotidien, même quelque temps. Et il y aurait aussi le fait d'aller cultiver un art, quel qu'il soit, parce que l'expression fait partie. On l'a dit, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Tout ce qui nous oppresse, au bout d'un moment, va nous restreindre. Donc trouver aussi une voie d'expression artistique, que ce soit de l'écriture, de la peinture, de la danse intuitive, magnifique, d'autres arts, du chant. Un être humain, à mon sens, devrait pouvoir pratiquer un art, même un petit peu régulièrement. On le faisait spontanément quand on était enfant. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'expression, tout ce qui est dans l'ordre du mouvement, tout ce qui est de l'ordre du contact avec la nature, de la contemplation, de l'émerveillement, le fait de réellement voir aussi cultiver la relation aux autres comme un art de vivre, être profondément habité et investi dans les moments où on peut discuter, où on peut réfléchir, où on peut partir dans le cosmos, comme on aime le dire dans les conversations. Ça fait aussi partie de ce qui crée du lien et ce qui apporte de la joie. Donc ça serait de suivre aussi tout ce qui apporte des signaux positifs au quotidien et le cultiver. Sentir que ça me fait du bien et ça apporte du sens. Et après, j'en reviendrai à cette fameuse ouverture sur ce qui est plus grand que nous. Cette foi qui peut naître en nous, non pas, et là je fais vraiment attention à ce que je dis, dans l'idée de ce que pourrait être Dieu au sens dogmatique et humain du terme, mais cultiver des véritables espaces de manière spontanée, parce qu'on a tous cette connexion, nous venons de cette même source, à cette chose incommensurable qui nous traverse et encore une fois au miracle d'être en vie. Mais c'est ce qu'on fait spontanément. Par exemple, quand on regarde un ciel clair, étoilé, une nuit d'été, il y a quelque chose qui nous émerveille et en même temps qui peut parfois nous effrayer dans une certaine mesure par rapport à l'immensité de ce que représente l'univers. Mais on est tellement égocentré, auto-centré, de manière individuelle et collectif en tant qu'humain. Quelque part, il y a un flux de l'amplitude à laquelle nous prenons part. Nous sommes un fragment de quelque chose qui est infini. Donc, retourner son regard vers cette amplitude, vers cette merveille, vers ce miracle d'être en vie et cultiver cette renaissance tous les jours, d'honorer la vie. C'est le carburant de la chose. Et c'est ça aussi, avoir la foi. C'est d'être dans cette reconnaissance de cette chose-là, parce qu'on aura beau lui mettre des noms, ça sera toujours limité par rapport à ce que c'est réellement. Et on devrait pouvoir se tourner vers ça avec émerveillement, avec un regard d'enfant, en fait. C'est ça. Ça serait retrouver le regard de l'enfant, cette partie d'enfant intérieur qui est en nous, qui s'émerveillait, qui découvrait, qui avait un regard pur et qui était réellement dans une expérience consciente et instantanée des choses. Et ça, on le perd. Donc, redevenir cet enfant est aussi une des clés majeures de la vie. Waouh, ce qu'on vit, c'est incroyable. Vraiment. C'est fantastique. Je crois qu'on va s'arrêter sur ces sages paroles, mon gars. Merci infiniment pour tout ce que tu nous as apporté et transmis. C'était passionnant cette discussion avec toi. J'ai l'impression, comme à chaque fois qu'on discute, d'avoir fait un voyage. Et c'est pas parce qu'on a des micros devant la bouche que c'est différent. C'est toujours aussi profond et c'est toujours pareil. Je pense que vous l'avez senti au travers de vos écouteurs si vous écoutez ce podcast ou au travers de l'écran si vous le regardez. Je vais mettre en dessous de la vidéo du podcast les liens vers ton dojo en ligne,
vers tes formations, parce qu'on en a brièvement parlé, et par pudeur, je pense que tu ne l'as pas évoqué, mais tu formes des gens aussi dans le cadre d'espace à être capable d'accompagner des séances notamment de breathwork, ce qui est extrêmement important et tu le fais de façon admirable. Et troisième chose, en plus, tu organises des retraites où tu mets les gens dans un cadre complètement intégratif et holistique et dans le cadre duquel ils peuvent pratiquer en confiance et en lâcher prise tous les aspects de cette santé humaine et de cette exploration physique, consciente, mentale, émotionnelle et spirituelle. Et je pense que dans le monde francophone, c'est un des seuls endroits où je le vois fait de façon aussi complète, avec la même préoccupation pour le corps, pour la sensorialité, pour l'intellect, pour l'émotion, pour le cœur, pour l'empathie, etc. Donc on mettra ça en dessous si les gens veulent se former ou voyager ou explorer avec toi. Ils sauront où trouver, ils pourront le faire. Merci du fond du cœur et je te laisse le mot de la fin. Merci de tout cœur, mon Nakama. Comme tu l'as dit, c'est pas une question de micro, de studio. On a toujours ces conversations et c'est ce qui nous lie justement. Cette capacité à explorer tout ça, parce que finalement, à chaque fois, on explore. Donc, te remercier toi, remercier toutes les personnes qui auront regardé, écouté, partagé ce moment avec nous. Le mot de la fin, ça serait toujours une ode à ce qui peut nous permettre de reconnaître cette unité dont on s'éloigne de plus en plus. Et là, c'est pas pour aller vers les belles phrases et les utopies. C'est réellement prendre le temps de reconnecter à ce qu'on a tellement évoqué lors de ce podcast. Mais pour moi, c'est fondamental de le redire encore et encore. C'est de voir derrière tout ce qui apparemment nous divise dans ce monde et dans l'époque que l'on vit, qu'il n'y a pas on ne devrait pas confondre la différence et la division. C'est-à-dire que nous sommes tous différents et ça, c'est merveilleux parce qu'on est tous une note de la grande symphonie. On est tous une pièce du grand puzzle. Donc la différence, elle est magnifique et elle doit être célébrée. C'est la beauté même de l'humanité et du vivant. Mais aller derrière, c'est cette illusion fondamentale d'être séparé du reste. Et ça fait écho à ce que des grands sages nous ont transmis. Est-ce que le propos de la vie, justement, même s'il est certainement à un endroit pas plus grand que de la vivre pleinement, cette vie, il est aussi de réaliser que nous ne sommes pas séparés, nous ne sommes qu'un. Et j'ai le sentiment que dans cette période si chaotique, paradoxalement, on n'a jamais été aussi près d'une possible bascule vers un éveil de conscience collectif. Et si on peut se connecter à cette unité, à ce champ de conscience qui pousse derrière et qui tend à se reconnaître chez les uns, chez les autres, nous pouvons transformer l'état de conscience sur cette planète. Ce n'est pas une utopie. Y participer actuellement et y participer activement, aussi pour nous et aussi pour nos lignées. Donc c'est embrassons cette responsabilité de nous éveiller, de réaliser que nous sommes tous part d'un seul et même mouvement et le faire pour nous, pour cet honneur infini qui nous est fait d'être en vie et pour nos enfants.